Bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui est plus que d'actualité. La bureaucratie. Et oui, il faut en parler. Les bureaucraties font-elles bon ménage avec les transformations? Très bonne question, vous me répondrez. Historiquement, la bureaucratie apparaissait au départ comme la seule forme organisationnelle capable de lutter contre la corruption et le népotisme en se basant sur un large spectre de règles et de procédures dont le but était de limiter les intrusions à la fois du pouvoir politique et du pouvoir managérial. Seulement voilà, de nos jours, les vertus de la bureaucratie sont mises en doute fondamentalement à cause du décalage existant entre elle et la société actuelle. Alors, selon Osborne et Gabler, dans l'un de leurs écrits, si j'ai bonne mémoire de 1993, ils acquiescent que l'ensemble des avantages que procurait l'organisation bureaucratique se sont transformés en inconvénients dans une société caractérisée d'une part par la mondialisation et d'autre part par une économie des savoirs où la demande en termes de qualité et de choix a complètement changé. Et naturellement, pour faire face à ces nouvelles caractéristiques, il est indispensable d'innover, de créer, de responsabiliser. Et les managers au centre de ce dispositif se doivent d'être motivés, hautement adaptables, tout en étant adaptés. De plus, la part de la contribution individuelle est d'autant plus forte et met en exergue l'identification et l'implication dans le succès de l'organisation. En ce sens, ces principes ne se cantonnent pas à la sphère visible et palpable, mais insinue l'existence de fondements managériaux universels, génériques, applicables à tous les types d'organisations. La bureaucratie, que dire la techno-bureaucratie, a donc planté le décor dans notre environnement professionnel, et ce depuis très longtemps. Elle a naturellement trouvé une cohérence dans notre quotidien, et elle se renforce et se solidifie en rendant extrêmement difficile et périlleuse la définition et la mise en œuvre d'un processus de changement maîtrisé. Pour mieux comprendre l'ampleur des méfaits de la bureaucratie, résumons en 5 points ce qu'est le cœur de ces bureaucraties qui sont contraintes à changer sous la pression des clients, si elles ne disparaissent ou n'explosent pas avant, en entraînant un coût humain inutilement élevé. Le premier point est le cloisonnement et la verticalité. Le deuxième point, la clarté qui paraît vertueuse d'un côté, mais favorise la constitution de monopoles internes et indirectement les manipulations diverses. Le troisième point est le manque de coopération qui résout le problème individuel de la difficulté à se confronter aux autres, mais augmente considérablement le coût du fonctionnement global. Le quatrième point est l'endogéité des critères de gestion du personnel. En effet, ceux-ci sont définis par rapport aux contraintes des membres de l'organisation et par rapport aux missions que l'organisation est censée accomplir. Le cinquième point est l'externalisation qui englobe et accroît les 4 premières caractéristiques et fait supporter les coûts visibles et cachés aux clients. Alors, change-t-on une équipe qui gagne? Va-t-on me dire? Autrement dit, comment détricoter raisonnablement une bureaucratie en dehors d'une période de crise majeure suffisamment importante pour légitimer le changement et agréer l'audace? La bureaucratie est particulièrement systémique et cohérente de ses structures, ses modes de recrutement, ses systèmes d'évaluation, de rémunération, de promotion de ceux qui la constituent. C'est un véritable labyrinthe. De plus, elle est dotée d'une capacité collective à résister aux tentatives de changement, surtout quand celui-ci se fait en douceur. Les membres de la bureaucratie ont l'art et la manière de prédire le non-effet des réformes. Ils ont systématiquement toujours cette question au bout des lèvres, par où commencer? Il faut dire que dans les bureaucraties, on a toujours une vision globale du changement. On ne peut changer qu'en changeant tout. En pensant ainsi, on se condamne à l'immobilisme, voire au cynisme. Pourquoi réussira-t-on là où plusieurs ont échoué? Autant laisser tout tomber, aller à l'essentiel du moment, au plus pressé, et la rotation des dirigeants fera le reste, etc., etc.
Tant pis pour ce dirigeant qui se trouvera en poste au moment de l'explosion. Enfin, les stratégies employées par les bureaucraties privilégient les crises comme opportunités de changement. Une crise peut se manifester de diverses manières. Par exemple, une crise sanitaire comme celle que nous traversons depuis maintenant un peu plus d'1 an. Elle a remis fondamentalement en cause le fonctionnement de plusieurs entreprises et organisations. Une succession d'échecs qui rendent impossible la mise en œuvre d'une stratégie provoquant ainsi des sanctions du marché, les difficultés, l'urgence. Au fait, qu'en pensent les principaux concernés? Eh bien, ils se renvoient mutuellement les responsabilités. Les dirigeants affirment que leur volonté de changer se heurte régulièrement au conservatisme désespérant de leurs adjoints et collaborateurs. Les collaborateurs se justifient en pointant du doigt l'immobilisme de la hiérarchie. On se retrouve donc dans ce que Chris Argyris appelle les routines organisationnelles défensives. En conclusion, le changement est toujours très difficile, voire impossible dans les bureaucraties, peu importe leur taille. Il y a toujours 1000 bonnes raisons de ne pas changer. Par exemple, il ne faut pas déstabiliser les piliers du fonctionnement actuel. Comme pour dire qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, même si elle joue mal ou présente des signaux de faiblesse. La victoire, même provisoire, en légitime la pérennité. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.